Ça va bien? L'hiver qui se perd, et moi qui ne faut pas l'entrer. C'est pas grave. Alors ça va? Oh ouais, ouais, ça m'a agacé. Trop pas. Confiance absolue au GPS. Alors c'est absolument extraordinaire d'être au musée du Quai Branly pour tourner un film sur les enfants. Oui, oui, tu sais, l'idée c'est les couloirs, les ascenseurs, les sous-sols. Oui. Enfin, je sais pas. Si, regarde. Mais il se passe plein de choses. C'est vrai qu'on a dit il y a des collections continues, il y a quand même des commissions d'acquisition, il y a quand même des expositions sont demandées, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes dans une phase de mort-vivant, quoi. Vous attendez de rentrer en vie. Aujourd'hui, c'est l'interview de Philippe Charlier qui pense que les zombies existent en Haïti. Voilà. Donc ça va être... Oula. T'es prêt? Ouais, finalement on est vite surpris parce que c'est un 24 mm comme ça. Est-ce que par hasard il est possible de décaler cette statue ou ça vous dérange? Parfait. Parce qu'en fait, il a la lumière dans vos têtes. Action. Alors bonjour Monsieur Philippe Charlier, vous nous recevez donc, dans ce magnifique musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes docteur en médecine, médecin légiste, spécialiste en anatomopathologie, mais aussi bioéthicien, archéo-anthropologue, africaniste, et vous avez signé un certain nombre d'ouvrages dans ces différents domaines, avec pour point commun un attrait particulier pour le thème de la mort. D'aucuns diront même une obsession. Vous nous recevez donc aujourd'hui dans votre bureau situé au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris en votre qualité de directeur de la recherche et de l'enseignement. Comment fait-on, Philippe Charlier, pour accumuler autant de casquettes différentes? On a une insatiable curiosité d'abord et avant tout et une envie de répondre à beaucoup de questions. Moi ce qui m'intéresse c'est l'anthropologie de la mort et pour cerner au maximum ce thème c'est bien d'aborder avec le regard médical et notamment la spécialité médicale spécialiste de la mort, la médecine égale. Et puis également l'archéologie, on s'intéresse à tous les morts anciens, et puis ensuite les sciences en général, et notamment l'éthique et l'anthropologie. Voilà, c'est vraiment de nombreux champs disciplinaires qui permettent au fur et à mesure, je dirais pas de comprendre la mort, mais d'essayer de la comprendre et de gérer sa complexité. D'accord, et donc vous êtes arrivé à être diplômé dans chacune de ces spécialisations, de ces spécialités? Oui, j'ai une thèse de médecine, une thèse de sciences en bioéthique et une thèse de l'école pratique des hautes études en archéo-anthropologie. Vous faites également partie de plusieurs sociétés savantes, dont la Société des explorateurs français, qui vous a apporté son soutien d'ailleurs pour l'écriture de votre ouvrage paru en 2015 et intitulé Zombies, sous-titré Enquête sur les morts vivants. Et cette Société des explorateurs français se dit ouverte à celles et ceux qui partagent l'idée que l'existence même est une aventure. Alors d'où vous est venu votre goût pour l'aventure, pour l'exploration? L'exploration que j'ai en tête, c'est celle qui est notamment portée par la Société des explorateurs français et aussi par la Société de géographie dont je suis membre. C'est l'idée que beaucoup de réponses se trouvent au-delà de nos frontières.
et qu'il faut absolument nourrir cette soif de curiosité en allant loin et en allant surtout sur le terrain, chercher l'information sur le terrain. Les livres sont extraordinaires, les publications, les articles sont géniaux, mais rien ne vaut, en plus de ça, la connaissance glanée sur le terrain. Donc moi j'aime beaucoup faire ce travail théorique, mais aussi pratique. D'où le soutien de la Société des explorateurs français, la SEF, pour aller sur le terrain, pour aller fouiller, enquêter, passer du temps, des jours et des nuits, beaucoup de nuits, hein, beaucoup de choses dans le vaudou se passent la nuit, plus que pendant le jour, et voilà ce qui explique ma quarantaine et mes cheveux blancs. D'accord. Outre les zombies, vous avez également écrit sur les fantômes. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir à la fois un archéologue, mais aussi un anthropologue du surnaturel? En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie de l'invisible, l'anthropologie de la mort. C'est vraiment ce thème-là que... J'ai pas une obsession pour la mort, c'est juste ma spécialité, c'est juste mon axe de recherche. Et donc forcément, quand on est médecin légiste, quand on fait des autopsies, quand on travaille sur des objets du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, qui sont en grande partie sacralisés, qui sont plus que des objets, qui sont des objets rituels, et en tout cas ils ont participé à des rituels, et ils étaient tout sauf inertes, et bien on finit forcément par s'intéresser à ce substrat, à cette définition très changeante, très floue, très mobile, qui est celle de la mort en fonction des différentes civilisations. Un fantôme, pour nous occidentaux, ça n'est pas la même chose qu'un revenant dans le vaudou béninois, ou qu'une âme. D'ailleurs, l'âme, il n'y en a pas qu'une dans le vaudou haïtien, il y en a plusieurs. Voilà, ces définitions-là, elles sont extrêmement fluctuantes. Donc, d'où l'intérêt d'aller vraiment sur place pour se renseigner et mieux les comprendre. Donc, de l'expérience de terrain, et pas Oui. seulement de la théorie. Alors, votre ouvrage sur les zombies, paru en 2015, qui relate votre voyage initiatique en Haïti, n'est pas sans rappeler les travelogues autobiographiques, ces œuvres non fictionnelles d'anthropologie, plus ou moins accessibles à un large public, et dont on trouve un exemple magnifique dans The Magic Island de l'aventurier américain William Seabrook, donc un livre paru en 1929. Et cet auteur avait un tel attrait pour le surnaturel et pour l'expérience subjective vécue, comme vous venez de nous le décrire, qu'il aurait goûté de la chair humaine avant de s'autoriser à rédiger, à écrire sur le cannibalisme. Alors ma question est la suivante, faut-il voir dans votre écrit un clin d'œil à William Seabrook? Est-ce que vous revendiquez le fait d'être l'un de ses héritiers? Alors j'ai lu évidemment L'île magique de William Seabrook, qui est un grand classique de l'anthropologie, mais l'anthropologie au sens ancien du terme. Il y a à boire et à manger, sans faire de jeu de mots, dans l'œuvre de William Seabrook, et tout n'est pas à garder. Il y a beaucoup de... Non, tout va bien. Désolé, c'était pour avoir un autre plan. Oui, oui, j'imagine, mais comme je vous entendais, en fait, c'est pour ça. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Je reprends. J'ai lu... Dès que tu es prêt, tu dis action, comme ça. Désolé. Action. J'ai lu comme d'autres L'île magique de William Seabrook, mais il y a vraiment, sans jeu de mots, à boire et à manger dans ce livre. C'est vraiment... William Seabrook, il est fantasmé, il fantasme lui-même son existence et ses expériences. Donc on n'est pas certain que tout soit vrai, loin s'en faut, dans son livre. Néanmoins, c'est une bonne base. Et, ça permet au moins d'avoir un ressenti, tout simplement. Mais non, je ne me sens vraiment pas comme un descendant ou un fils spirituel de William Seabrook. D'accord. Alors, vos travaux s'inscrivent également dans le prolongement de Pierre-Corneille Blesbois, qui a écrit en 1647 un ouvrage intitulé Le zombie du Grand Pérou ou la comtesse de Cocagne, du journaliste Lafcadio Hearn, qui avait publié un article donc intitulé Le pays des revenants en 1889, où sans remonter aussi loin, ceux de l'ethnologue Zora Neale Hurston, dont vous parlez dans votre livre, et à qui on doit le premier cliché en fait d'un zombie qui serait authentique, qui aurait été prétendu tel, à moins que ce ne soit Alexis Léger, Saint John Pierce, ou encore l'écrivain Jacques Roumain, fondateur du Parti communiste haïtien, mais aussi de son bureau national d'ethnologie, qui vous a inspiré. Alors, quelles ont été vos références, Philippe Charlier, pour votre travail d'écriture sur le zombie haïtien? Alors vous avez cité deux références pour le coup que j'accepte bien volontiers. D'abord Saint John Pierce, qui est un poète, prix Nobel que j'aime passionnément et qui est vraiment une grande plume, et surtout au-delà de cette bonne plume, il y a un sentiment d'épopée qui l'anime. J'aime beaucoup cet auteur-là.
Donc merci de ce lien. Lafcadio Hearn, oui, j'accepte très volontiers, surtout que alors, lui, il m'a beaucoup inspiré pour les fantômes, et principalement pour les fantômes d'Asie, toutes les histoires de Yurei, de revenants, de renards, et en effet, il s'est intéressé à ce thème-là dans d'autres civilisations, notamment en Haïti. Donc Lafcadio Hearn, oui, au-delà de son travail de journaliste, c'était surtout un pétri de culture et un très bon écrivain. Oui, tout à fait. Je revendique aussi comme héritage celui d'Harold Josué, qui est anthropologue, ethnologue et en plus Oungan, donc prêtre vaudou, en plus d'être artiste, performeur, etc. Et donc lui, il m'a transmis beaucoup d'informations, de données, mais aussi de ressentis. Il m'a pris par la main, par le bras et par les épaules, et il m'a vraiment fait rentrer totalement dans cette suite. Donc voilà, ce sont 3 personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Je peux rajouter une dernière personne ? Oui, bien sûr. Dernière personne aussi qui a compté beaucoup pour moi, c'est Max Beauvoir, que j'ai eu la chance de voir longtemps avant sa disparition et d'échanger avec lui. Je me souviens d'heures passées dans sa bibliothèque, à ses côtés, à parler, à échanger, à confronter nos expériences, sachant que lui était déjà issu du monde biologique, si on peut dire. Il travaillait beaucoup en toxicologie, il travaillait aussi beaucoup en botanique. Donc on avait vraiment à la fois ce substrat religieux, mais également biomédical ensemble. Et on a partagé beaucoup de choses, il m'a ouvert beaucoup de portes. Et il a lu Zombie, en l'occurrence, avant de mourir, et je sais qu'il a beaucoup aimé ce livre. Donc c'est D'ailleurs, vous mentionnez Max Beauvoir à l'intérieur. Bien sûr, oui. Vous relatez les péripéties que vous avez pu faire ensemble. Je parle de cette relation, oui, qu'on a pu construire, et des échanges extrêmement fructueux. Oui, c'était en plus une très belle personne. La figure du zombie haïtien prend racine dans les conditions coloniales d'Haïti et de l'Afrique noire, et est indissociable de l'histoire de l'esclavage. Et la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que le mot zombie trouverait son origine dans diverses ethnies d'Afrique centrale, et qu'il aurait été utilisé en référence aux esprits errants, aux revenants. On a ainsi le Mvumbi au Congo, le Mvumbi en Angola, le Zanbibi au Ghana, au Togo et au Bénin. Et d'autres auteurs ont quant à eux voulu voir dans le terme de zombie des traces du français, les ombres. Quelle est votre opinion à ce sujet ? La tradition linguistique et ethnolinguistique la plus communément admise, c'est la transformation d'un terme qui vient du territoire actuel de la République démocratique du Congo et qui signifierait l'âme ou le fantôme d'un enfant mort. Sachant que dans ce contexte-là, les zombies n'existent plus. C'est une tradition, alors les traditions vraiment elles évoluent au fur et à mesure, mais l'idée de zombie au sens actuel du terme, donc un individu qui est choisi par la communauté, désacralisé, déshumanisé et transformé en une sorte de machine par une justice, on va dire, divine, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas dans ce contexte, ça n'existe plus dans ce contexte de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Nigeria ou autre. Ça a pu exister, mais en tout cas ça n'en a pas laissé de traces actuellement toujours palpables. Le terme, lui, reste. Peut-être que c'est une transformation, le terme, lui, n'a pas changé, mais sur ce thème ancien, du revenant, du mort, de la mauvaise mort, eh bien, on a greffé sur place en Haïti, à l'arrivée des esclaves, sur un fond déjà ancien qui est celui des Taïnos, des Arawaks et des Caraïbes, un fond autochtone, avec des connaissances, des produits magiques. Peut-être qu'à ce moment-là, on a créé le zombie, qui est celui que nous connaissons. Donc, c'est difficile d'essayer de retracer la route d'origine du zombie. Tant qu'on n'aura pas la trace de l'existence de zombies stricto sensu, transformation d'un individu par la communauté, phénomène de mort volontaire symbolique, renaissance sous une forme diminuée, voire totalement annihilée, on ne pourra pas faire le lien strict entre l'un et l'autre. Mais j'aimerais bien faire ce lien. Très clairement, il y a un lien. Pour l'instant, il n'est que linguistique. Peut-être plus. D'où l'intérêt de faire des recherches anthropologiques ensuite in situ. Moi, je l'ai fait au Bénin. Et au Bénin, il n'y a vraiment pas de souvenir de l'existence de zombies ou de zombification. La déportation de millions d'esclaves depuis l'Afrique subsaharienne vers le Nouveau Monde s'est accompagnée de la migration dans les Amériques de croyances et de pratiques africaines.
qui ont pris diverses formes au Brésil, à Cuba avec la santeria, à la Jamaïque avec l'aubésine, à Trinité, à Haïti avec le vaudou haïtien. Et dans ces conditions, pourquoi la figure du zombie a-t-elle émergé seulement en Haïti et pas dans ces autres territoires? Les esclaves n'ont pas migré seuls. Les esclaves n'ont pas été déportés seuls. Ils avaient sur leurs épaules leur divinité. Et donc du coup, une religion syncrétique, donc un mélange entre le christianisme, des notions inculquées de force dans le bateau, et leur religion ancestrale, qui peut être le vaudou du Bénin, mais qui peut être aussi des religions Bambara du Mali, Congo, de République démocratique du Congo, etc. Toute la façade ouest, ça a donné en effet le vaudou en Haïti, le candomblé, ou encore la santeria, respectivement au Brésil et à Cuba. Peut-être une des raisons pour lesquelles la zombification n'existe que en Haïti, c'est le fait qu'il y avait sur place une population qui pratiquait déjà une sorte de zombification, qui utilisait la tétrodotoxine et d'autres drogues, d'autres poisons, pour une sorte de justice. Et lorsque les esclaves sont arrivés, eh bien, il y a eu cet amalgame, peut-être, entre l'un et l'autre. Pour l'instant, c'est vraiment la théorie la plus communément admise, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre explication. Si c'était quelque chose qui était propre à un peuple, à une population de l'Afrique de l'Ouest, probablement ça aurait existé ailleurs. Mais c'est vrai que les Arawaks, les Caraïbes et les Taïnos, on n'en retrouve pas forcément au Brésil, on n'en retrouve pas dans d'autres États ou dans d'autres îles de cette région. Cette tradition, elle est surtout née, en l'occurrence, en Haïti. Quand on la retrouve d'ailleurs de l'autre côté à Saint-Domingue, actuellement, c'est sur des émigrés haïtiens. C'est pas sur des Dominguais. Donc le creuset a été particulier et le syncrétisme est vraiment spécifique à Haïti. Donc la figure du zombie semble puiser à plusieurs sources. L'imaginaire de l'esclavage avec ce sujet dépersonnalisé, incapable de se révolter, mais aussi sans doute dans la religion chrétienne avec le mythe de la résurrection. Est-ce que le zombie n'incarnerait pas d'une certaine manière ce pouvoir étrange, inspiré du christianisme, de ramener les morts à la vie? Je ne pense pas que ça soit lié au christianisme. Toute cérémonie d'initiation, que ce soit le vaudou, que ce soit bien d'autres sociétés, soit secrètes, soit traditionnelles de l'Afrique subsaharienne, et encore en Asie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Amérique du Nord, sont fondées sur cette idée de mort symbolique et de renaissance. C'est vraiment un substrat, un code anthropologique qu'on retrouve dans énormément de civilisations ou de contextes culturels. Donc le christianisme en fait partie, mais vous pouvez retrouver ça dans plein d'autres religions, y compris dans les mystères de l'Antiquité grecque ou romaine. Donc on peut faire un lien en effet avec le christianisme, mais à mon avis ce lien ne doit pas être exclusif. On doit le faire tout simplement parce que c'est un schéma reproduit dans de nombreuses sociétés traditionnelles partout dans le monde. Donc pour moi c'est simplement un schéma anthropologique, celui que, eh bien, on naît sous une forme, on meurt sous cette forme-là, et puis on renaît sous une forme nouvelle, qui est celle soit d'un individu diminué, zombification, soit sous l'effet d'un individu augmenté, et ça c'est l'adhésion à une société secrète, ou une initiation, ou un passage de grade, ce genre de choses dans les sociétés traditionnelles. Donc il y aurait une sorte d'ontologie finalement, avec des échelles de bonification ou de périclité pour un humain. C'est pas forcément une bonification, c'est surtout une élévation à la fois spirituelle, technique, intellectuelle et morale. Voilà. L'idéal, c'est aller vers la moralité, aller vers la lumière. Sauf que pour aller vers la lumière, donc pour devenir un homme meilleur, eh bien, il faut subir des épreuves, il faut s'améliorer au fur et à mesure. Et forcément, il y a de moins en moins de personnes qui vont vers cette perfection. La question est, est-ce qu'on l'atteint à un certain moment? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a plus du tout d'Indiens d'origine, ils sont tous morts. Alors j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est... Ça n'est pas corroboré par les données archéologiques. D'accord. Non. Et quand même ils seraient tous morts, il y a eu le temps d'avoir un amalgame et une transmission ou autre. Mais le témoignage archéologique montre qu'il y avait encore une les deux activité. populations se sont rencontrées. Ouais. D'accord.
Alors les traditions magico-religieuses de l'île d'Haïti sont donc le résultat d'un amalgame d'influences complexes, on l'a bien compris. On a parlé de l'héritage africain, on a parlé de l'influence du christianisme, mais qu'en est-il de celui des Taïnos, les autochtones amérindiens qui occupaient les grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens au XVe siècle? Est-ce que les traditions de ce peuple indigène des Caraïbes sont venues se combiner à celles apportées par les colons et celles apportées par les Africains, justement? Enfin, quel est le degré de syncrétisme, finalement, de ce vaudou haïtien? Alors, le syncrétisme du vaudou haïtien, il est principalement entre le christianisme occidental et les religions de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, sous le Sahara. On n'est absolument pas certain qu'il y ait eu en revanche un syncrétisme, donc une fusion avec les religions autochtones, c'est-à-dire les religions arawak, taïno et caraïbes. Il est vraisemblable sur le plan à la fois historique et archéologique qu'il y ait eu un passage, une connaissance, une interaction entre ces populations, parce que on a des témoignages, des restes qui montrent la persistance d'une activité autochtone, locale, un tout petit peu après l'arrivée des premiers esclaves et des Européens. Les populations autochtones ont disparu très très vite, malheureusement, principalement pour des raisons sanitaires. Elles n'étaient pas préparées aux germes apportés par les Occidentaux, et puis également par des combats et des luttes pour le territoire. Néanmoins, il semblerait quand même qu'il y ait eu un certain temps de passage, d'interaction, et en tout cas c'est la théorie développée par les archéologues haïtiens et par les témoignages, et qu'on voit encore sur place au MUPANA, le Musée national du Panthéon à Port-au-Prince, et également au Bureau national d'ethnologie. Alors Philippe Charlier, vous reconnaissez plusieurs exceptions au terme zombie, au moins 3, et sans doute davantage du fait de chevauchements partiels. Et nous allons tenter d'y voir un peu plus clair dans ce cocktail relevant à la fois de la biologie des corps, de la chimie des substances, d'éléments magico-religieux, liés tout autant à l'inconscient collectif qu'à l'organisation sociale finalement de l'île d'Haïti. Et dans cette ontologie du zombie, on recense ainsi le zombie astral, le zombie bouteille, le zombie cadavre, le zombie savane, le zombie psychiatrique et le zombie social. Et je vous propose de passer en revue ces divers types de zombies et de revenir ensuite plus longtemps sur le cas particulier du zombie cadavre qui, me semble-t-il, est l'archétype du zombie haïtien. Donc commençons peut-être par le zombie astral qui, de ce que j'ai pu en comprendre, serait un esprit fantôme volé au cadavre au moment de sa mort, en général par un sorcier malveillant, qu'on appelle un bokor, vous nous en parlez, j'imagine. Et cet esprit sans corps circulerait ensuite comme une âme errante. Alors pouvons-nous dire que ce zombie astral est identique au zombie bouteille, c'est-à-dire qu'on pourrait l'encapsuler dans des bouteilles, c'est ça? Le zombie astral est un zombie qui est libre. Il est libre d'aller et venir, de faire du mal, d'inspirer des cauchemars. Quand il pénètre dans une maison, il peut très bien provoquer des fausses couches, des épidémies, des morts subites, etc. C'est quelque chose de malsain. C'est une partie seulement de l'âme du défunt qui a été volée au moment ou dans les suites de la mort par un bokor. Le bokor est un prêtre vaudou qui sert les loas, les divinités, avec la main droite qui fait le bien, mais également avec la main gauche qui fait le mal. Donc on dit qu'il sert les loas avec les deux mains. Mais il peut très bien faire le bien, mais ce n'est pas 100% de son activité. Et donc ce zombie astral, il est libre, il est évanescent, en tout cas il n'est pas palpable. Contrairement au zombie cadavre qui lui a un volume, une palpabilité, et qui est visible également. Le zombie bouteille, lui, c'est une âme qui a été enfermée dans une bouteille. Et on peut l'utiliser soit pour déprécier quelqu'un, je prends votre âme, je la mets dans une bouteille, vous allez être diminué, forcément, intellectuellement, mais aussi spirituellement, et sur le plan de la lutte contre les maladies, sur le plan global. Et puis, si jamais vous vous faites voler une partie de votre âme par un bokor, on peut utiliser ce zombie bouteille par un jeu de chaises communicantes d'âme, et réinjecter ceci à l'intérieur de votre corps pour redonner une petite partie de vous qui a été volée. On a une vision un peu comparable lorsque les gens vont se faire protéger contre la zombification en allant voir un Ungan, cette fois-ci, donc un prêtre qui sert les loas uniquement avec la main droite, et le Ungan va capter une partie du petit bon ange, du gros bon ange, c'est-à-dire une partie de l'âme, soit qui sert à la nourriture, les actes simples, soit l'âme intellectuelle, la partie intelligente, si on peut dire, de l'individu, et pas simplement biologique, reproductive, survie.
et ça va être capté dans une bouteille, placé dans ce qu'on appelle la chambre des secrets, un endroit où seuls les initiés de haut grade se rendent dans le temple vaudou, le péristyle, et là, cette bouteille va être enfoncée dans le sol, sous les fétiches, et impossible de la tirer de là, sauf à être un grand initié. Et si jamais la personne se fait zombifier, eh bien, on va réinjecter à nouveau cette âme. Donc, le zombie bouteille, il oscille un peu entre les deux. Il peut être capté pour faire des mauvaises choses ou utilisé pour faire des bonnes choses. À nouveau, on voit toujours que le terme est très flou, très fluctuant, principalement selon qui fait les choses et comment il fait les choses. Je suis désolé. Votre objectif est dégueulasse. Vous savez, il y a plein de poussière dessus. Je sais. Ah d'accord, Ça ok. se voit pas. Cool. C'est un filtre. Ça marche. C'est une protection faite pour pas que ça Ça roule. Ça roule. engendre Bon, bah, l'objectif. continuons. Pardon. Je te donnerai un chiffon tout à l'heure. Excusez-moi. Donc on a ensuite le zombie cadavre qui est un peu l'inverse du précédent, car Oui. il s'agit cette fois-ci d'un corps sans âme, et c'est le mort-vivant, réduit à l'esclavage et que l'on peut faire travailler dans les plantations de canne à sucre, les raffineries. Donc peut-on dire que cette forme de zombification représente l'archétype du zombie haïtien? Oui, c'est vraiment dans l'inconscient collectif, quand on parle d'un zombie en général et d'un zombie haïtien, c'est vraiment au zombie cadavre qu'on pense. C'est-à-dire, c'est un individu qui est palpable, qui a 3 dimensions, qui est chaud, il est animé, il est vitalisé encore. C'est pas un mort, c'est quelqu'un qui est mort et qui a ensuite été ramené à la vie, soit de façon symbolique, soit de façon vraiment opérative, pragmatique, selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et ce zombie cadavre, il s'oppose en fait au fantôme. C'est un corps sans âme. Le fantôme, c'est une âme sans corps. Et ce zombie cadavre, eh bien, il va soit être attaché au service d'un bokor, généralement pas celui qui l'a concrétisé, mais un autre, une sorte de société secrète de bokor, ou de confrérie plutôt de bokor. Il va également travailler dans les rizières, beaucoup plus que dans les cannes à sucre, dans les rizières, dans toute la région de ce qu'on appelle l'Artibonite. Pas très loin de Saint-Marc. Là, c'est quand on se perd en fait dans les ruelles secondaires ou tertiaires, le tout petit réseau routier, eh bien, on croise des zombies en l'occurrence qui travaillent tout seuls et qui sont assez physiquement reconnaissables. Et puis ils vont travailler également dans les usines ou éventuellement dans les cannes à sucre. Donc il s'agit de l'individu victime d'un coup de poudre, c'est comme ça qu'on appelle Oui. ça, c'est-à-dire de substances toxiques zombifères qui sont administrées dans un contexte de sorcellerie. Donc je vais essayer de récapituler la séquence d'événements telle que j'ai pu la comprendre. Un poison est administré à la victime, qui passe alors pour morte. Un certificat de décès est établi. Le corps est enterré avant d'être exhumé du cimetière, réanimé avec un antilote et réintroduit dans le monde sous la forme d'un zombie. Est-ce que cette séquence d'événements est juste? Alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Avant d'être zombifié, il va y avoir une prise de décision. Soit on est dans une zombification qui est criminelle. Votre gueule ne me revient pas, vous faites du mal à ma femme, vous voulez prendre mon emploi, vous avez déposé plainte contre moi. Bref, il y a un conflit entre 2 personnes. 2 possibilités, soit je vais vous voir directement, soit je vais demander à une société secrète, mais qui va vite m'envoyer pète parce que c'est un conflit individuel. Donc je vais vite aller vers un bokor, et je vais payer un bokor pour qu'il aille vous zombifier. Donc là, c'est un zombie criminel. Il s'oppose, vous allez comprendre, à un zombie judiciaire. Là, il y a un vrai problème. Quelqu'un fait du mal à la société. Un violeur, un voleur, un captateur d'héritage, un assassin, en général. Et on a la justice humaine, on peut aller déposer plainte au tribunal, ça prend du temps. Et en Haïti, avec les catastrophes, les règlements de compte, les révolutions, ça prend malheureusement encore plus de temps. Donc on peut aller voir autre chose, une justice parallèle qui n'est pas la justice des hommes, mais la justice divine, et on va se retourner vers une société secrète. Cochon gris, cochon marron, champoil, bisango, et là, on va déposer plainte. Et la personne va être convoquée, non pas une fois, ni 2, 7 fois de suite. 7 fois de suite, la personne va être convoquée devant la société, convoquée de force, hein, on va la chercher, elle n'a pas le droit de dire non. Elle s'agenouille et puis elle est face à une table avec des juges qui sont tous à visage masqué. Scène impressionnante, des flambeaux en plein milieu d'un champ de canne à sucre ou alors dans une atmosphère confinée dans un temple, quelque chose qui est assez oppressant. Et là, la personne, eh bien, elle va devoir s'expliquer. Si elle arrive à faire la preuve de sa légitimité, en tout cas de son innocence,
on lui dit « tu peux repartir, il ne te sera fait aucun mal ». Et c'est exactement ce qui se passe, il y a un véritable code d'honneur. En revanche, si sa culpabilité est prouvée, eh bien, elle va devoir changer d'avis. Mais pas une fois, 2 fois. Si au bout de 7 fois de suite, elle ne change pas et elle continue toujours à faire le mal autour d'elle, ou elle n'expie pas ses crimes, eh bien dans ce cas-là, la personne va être zombifiée. Que va-t-il se passer ? Eh bien, on va lui mettre une poudre à zombie, un coup de poudre, on va lui envoyer. Cette poudre à zombie va être dans les chaussures, que la personne va porter sans chaussettes, ou alors dans les vêtements, ou sur les accoudoirs, Sur les accoudoirs. voilà, comme un médecin que j'ai pu examiner. Et c'est une poudre qui doit être un tout petit peu abrasive, on doit se gratter pour faire pénétrer le poison à l'intérieur de la peau. Car un des poisons principaux, mais pas exclusifs, c'est la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, qui est extraite d'un poisson, le fugu, eh bien, elle ne passe pas à travers la peau. Il faut vraiment qu'il y ait une petite brèche pour passer au travers. Cette brèche, on la crée en rajoutant de la bave de crapaud, du jus de vipère, du datura, des choses, des plantes ou des restes animaux qui provoquent un peu d'eczéma, d'urticaire, en tout cas qui font gratter. On fait ça généralement le matin, quand la personne se lève. On se lève tôt en Haïti, vers 5-6 heures du matin. À 11 heures, midi, on est en état de mort apparente. La personne est considérée comme morte parce qu'elle a toutes ses fonctions physiologiques totalement ralenties. Température abaissée, le cœur qui bat à 10 par minute au lieu de 60 ou 90, la respiration qui est très ralentie, et la personne est inconsciente. Attention, inconsciente pour l'extérieur, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas cligner les yeux, etc. Mais elle est, pour elle, totalement consciente, elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Mais elle ne peut pas bouger, elle est littéralement paralysée. En Haïti, les certificats de décès ne sont pas faits par un médecin. Ils sont faits, c'est un vieil héritage du 19e siècle, c'est fait par 2 témoins. Et donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est organisé. Je ne dis pas que c'est un complot, mais c'est une organisation. Et donc les 2 témoins sont généralement des gens appartenant à la société secrète qui par hasard passent là et qui vont constater le décès et signer le certificat de décès. La personne va être enterrée assez souvent le jour même ou parfois le lendemain et elle va être enterrée vivante. On se débrouille d'ailleurs assez souvent pour qu'il y ait une plaque de verre au niveau du visage, pour que la personne soit consciente de ses funérailles. Et j'ai rencontré plusieurs zombies qui m'ont raconté les pelletées de terre qui tombent sur la vitre au fur et à mesure. Le bruit ambiant, on chante les funérailles, et puis ensuite, le crissement du cercueil quand il est mis à l'horizontale dans la logette funéraire, et ensuite l'obscurité et le silence complet quand la logette du monument funéraire est cimentée et que tout le monde s'en va. Ces individus qui sont donc inhumés arrivent à respirer, continuent à respirer ? On peut respirer plusieurs heures dans un cercueil qui est fermé. Alors les cercueils ne sont pas tous de bonne qualité, parfois il y a un petit interstice qui passe, etc. Mais on crève de chaud en fait. C'est surtout ça. On crève de chaud dans un cercueil, c'est très très chaud. J'en ai fait l'expérience moi-même. Et puis on perd très vite ses repères, on ne sait plus où est le haut, où est le bas, la gauche, la droite, on ne sait pas si on est debout, allongé ou sur le ventre, et on devient fou, on devient littéralement fou. Et en tant que ça, c'est vraiment une épreuve, et ça peut être d'ailleurs une épreuve extrêmement traumatisante. On peut rester fou d'avoir été inhumé vivant, enterré vivant. Néanmoins, il ne faut pas trop tarder. Si on veut faire un zombie, il faut que la personne soit vivante. Donc la nuit tombée, ou parfois le jour, lorsque le cimetière est loin de tout, le Bokor, avec ses aides, qu'on appelle de façon un peu fantasmagorique des loups-garous, vont venir profaner la sépulture, ouvrir le cercueil, brûler le cercueil tout de suite, ou alors le remplir parfois avec des pierres et refermer la sépulture, comme si de rien n'était. Et ensuite, eh bien, ils vont prendre le futur zombie, lui mettre la tête en bas pour faire réaffluer un peu le sang vers le cerveau, lui donner une antidote, tout simplement, antidote partiel simplement, qui va redonner un peu de vitalité, un peu plus de souffle. C'est le concombre zombie. C'est le concombre zombie, exactement, du datura, de la jusquiame. Et puis ils vont aussi flageller l'individu avec des herbes. Le but, c'est aussi autant de rompre un peu la rigidité, pas cadavérique bien sûr, mais la rigidité des membres, d'avoir été dans la même position tout le temps. Parce qu'on ne peut pas se retourner dans un cercueil. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais on ne peut pas se retourner. Et c'est une expérience. Hein. Et puis également de signifier à la personne que dorénavant c'est un esclave. D'ailleurs on va lui changer son nom, son prénom, il n'aura plus de nom, il aura juste un prénom
qui n'est pas le prénom initial, et puis on va ensuite le mettre dans une grande bâche et l'emmener à l'autre bout de l'île, où il va entamer sa deuxième vie, qui est une vie littéralement d'esclave. Et cette problématique d'usurpation d'identité nous fait rentrer dans la qualification de zombie social, j'imagine. Alors, ce n'est pas une usurpation d'identité, c'est un changement d'identité, volontaire de la part de son nouveau propriétaire. Il devient un bien mobilier, comme un esclave. On va le nourrir par terre, comme les esclaves du temps jadis, sur une feuille de bananier, avec un régime sans sel, ce qui va d'ailleurs entretenir un peu son caractère d'hébétude. Il va perdre vraiment toute sa personnalité. Parfois, on peut même rajouter des médicaments, des benzodiazépines, des barbituriques, donc des médicaments psychotropes, pour le droguer, tout simplement, et faire qu'il ne s'enfuit pas et qu'il est juste apte à faire le même geste répétitif, etc. En revanche, le zombie social, lui, c'est par tacite accord entre un individu qui est perdu, isolé, généralement après une catastrophe, et la famille. La famille a perdu quelqu'un qui a été enterré. Et elle a du mal à s'en sortir. Elle aimerait bien que quelqu'un remplace cette personne-là. Or là, quelqu'un arrive et par tacite accord, ils jouent le jeu de se reconnaître l'un et l'autre. C'est pour combler un vide, combler un manque social, généralement une mère pour ses enfants, généralement un père pour subvenir on va dire à l'autorité familiale, et c'est absolument pas genré comme propos, ou pour faire venir de l'argent ou une construction d'un bâtiment ou autre. Et voilà, il y a un manque en tout cas entre les deux, et ce manque est comblé par cette tacite fausse reconnaissance. Si mes comptes sont bons, il nous manque deux catégories de zombies, le zombie savane et le zombie psychiatrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur ces deux? Le zombie savane est une sorte d'esprit errant, plutôt qu'autre chose. Pas forcément humain, c'est un intermédiaire entre les humains et les animaux, entre les individus possédés qui sortent d'eux-mêmes, qui se transforment un peu en animaux pendant la nuit, parfois sous l'influence d'un sorcier, et qui ensuite réintègrent leur cadavre ou leur corps au lever du jour, etc. Donc c'est vraiment des êtres un peu surnaturels. On est dans la savane, à la frontière entre le monde naturel et civilisé, entre le monde des dieux surnaturels et le monde de la cité et des hommes. Le zombie psychiatrique, pour finir, c'est l'individu qui très clairement une maladie psychiatrique et qui se considère, bien que n'ayant été ni envoûté, ni possédé, ni touché par une société secrète, se considère malgré tout comme un zombie. Donc là, le problème, il est purement médical et il n'a rien à voir sur le plan anthropologique avec la sorcellerie vaudou. Néanmoins, il est intéressant parce qu'il récupère sur tout son fond culturel à lui les codes du zombie. Donc les zombies psychiatriques, excusez de vous couper, pourraient être des malades mentaux comme les autres, des fous comme les autres dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Oui, ce sont des fous, ce sont des malades psychiatriques comme les autres, sauf que comme ils sont issus du fond culturel afro-caribéen, eh bien ils utilisent le fond qui est le leur fond culturel. Donc de la même façon que quelqu'un chez nous, on va dire en Occident européen, pourrait dire qu'il est mort, qu'il a dîné avec le Christ et Marie-Madeleine et qu'ensuite il est revenu du paradis, quelqu'un en Haïti dira qu'il est mort, qu'il a dîné avec Baron Samedi et Dame Brigitte et qu'ensuite il revient dans le monde des vivants sous la forme d'un zombie. Ou Capitaine Zombie d'ailleurs, qui est aussi un guédé. Oui, tout à fait, exactement. Dans votre livre, vous relatez la manière dont les Haïtiens semblent vivre dans le rappel constant de la mort, semblant passer leur vie à préparer leur propre décès. Pouvez-vous nous parler de cette apparente obsession des Haïtiens pour la mort ? Je pense qu'il faut surtout ne pas rater sa mort. C'est vraiment un moment important qui est à la fois pour le bien-être des vivants, ceux qui vont survivre, mais également pour le bonheur éternel de celui qui part. La vie en Haïti est cruellement dure. Et il y a vraiment cet espoir que la vie soit meilleure dans l'au-delà et que quasiment l'existence sur Terre soit une épreuve pour ouvrir grandes les portes du paradis. Je pense que ça, c'est une vision pour le coup très chrétienne, mais qui se double d'une expérience qui est dramatique au quotidien pour les Haïtiens. Et on vit en ce moment, d'ailleurs, avec quasiment cette nouvelle révolution qui accourt dans tout le territoire d'Haïti. Donc cette obsession pour la mort, c'est surtout cette obsession pour la belle mort, et pour
que la mort soit une fête, d'abord, une délivrance. Il ne souffre plus. Maintenant, à lui ou à elle, c'est le moment des réjouissances définitives et éternelles. Et puis, il y a, je pense, toujours cette idée qu'on voit dans chaque décès, dans chaque avis de décès, dans chaque funéraille que j'ai pu suivre, l'idée qu'on doit accompagner le mort jusqu'à la fin, jusqu'à la mise au tombeau pour vérifier qu'il n'y a pas de zombification qui se déroule et que les rituels est bien fait dans la norme et qu'il n'y aura pas de manquement au rituel pour justement toujours ouvrir grandes les portes du paradis. Et puis également cette idée qu'aucune mort n'est totalement naturelle. Et ça, pour le coup, l'idée qu'aucune mort n'est naturelle, on est dans quelque chose qui est très d'Afrique subsaharienne. Dans le territoire de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, aucune mort n'est naturelle. Toute mort est liée à un acte de sorcellerie ou autre chose. On sait bien qu'on finit tous par mourir. Quelqu'un de 90 ans ou de 100 ans meurt de mort naturelle. C'est rare d'atteindre cet âge-là dans ce territoire-ci. Et c'est pour ça qu'avant, on se dit, ça a été précipité par quelqu'un. Alors pas forcément volontairement, on a pu prendre un coup de poudre parce qu'on a regardé de façon un peu bizarre un bocor, et le bocor vous a jeté un coup d'œil, sans qu'on ait rien fait de mal, mais parce qu'on n'a pas croisé la bonne personne au bon moment. Ou alors un bocor envoyait un coup de poudre sur quelqu'un, et à ce moment-là, vous passez en voiture, et c'est vous qui le prenez. Donc il y a aussi la faute à pas de chance, qui explique la disparition, on va dire, précoce d'individus qui n'ont fait que le bien autour d'eux. Voilà beaucoup de théories qui circulent autour de ces morts inopinées. Alors comment se passe la réintégration des zombies dans la société ? Se passe-t-elle mieux ou moins bien que pour nos anciens détenus ou pour les patients sortis de nos unités psychiatriques ? Je pense qu'on ne peut vraiment pas opposer les deux. On ne peut vraiment pas faire de parallèle entre les deux parce qu'on est vraiment dans deux mondes radicalement différents. Le monde occidental et le monde afro-caribéen ont forcément des points communs, mais ils ont énormément de différences. Donc, même s'il y a une mort sociale, qui est un point commun entre les détenus de prison de longue durée, en France par exemple, les personnes qui sont en soins de long séjour dans les EHPAD par exemple, les sans domicile fixe de la même façon, les retraités qui ne voient plus personne, tout ça ce sont des morts sociales. Et les zombies, certes, tout ça rentre dans le cadre de la mort sociale. Néanmoins, leur réintégration aux zombies, ils n'ont plus d'identité. Leur papier d'identité n'existe plus. Ils ont été déclarés morts. Alors on ne peut pas faire d'acte de ressuscitation. Ça n'existe pas encore en termes de loi. Donc ce que certains avocats et hommes de loi au barreau de Port-au-Prince essayent de mettre en place, ce sont des procédures, non pas d'annulation de certificat de décès, ça n'est pas possible, mais plutôt... Désolé, j'ai un coup de fil. Je vais le couper. Non, c'est bon pour moi. Ce que certains essayent de faire, notamment au barreau de Port-au-Prince, certains avocats ou hommes de loi, c'est non pas faire un certificat de ressuscitation, c'est pas possible, ou faire annuler un certificat de décès, c'est pas possible non plus, mais mettre en place plutôt des actes d'adoption, que la famille d'origine, ou éventuellement une autre famille, puisse adopter à nouveau ce zombie sous le nom de famille qu'il souhaite, donc en revenant au maximum à son prénom et son nom initial. C'est vraiment... Voilà, pour le moment, c'est ça qui est en cours. Et que se passe-t-il lorsqu'un individu zombifié une première fois se met à mourir, meurt de sa belle mort, finalement, au champ ou dans une rizière ? Est-ce qu'il est inhumé ? Comment se passe la vraie mort du vrai zombie ? La vraie mort du vrai zombie, généralement, donne lieu à une sépulture la plus simple possible. Quasiment une sépulture comme on enterrait un chien mort ou un cochon immangeable. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cérémonie d'exécration ou autre chose. On dit, c'est la légende, je n'ai pas observé, que lorsqu'un zombie s'échappe de son beau corps et qu'il reprend conscience de son ancienne existence, il va courir. Déjà, il change de comportement, il reprend vitalité, il court. Jamais un zombie sous l'emprise d'un beau corps ne courra. Il se met à courir jusqu'à sa sépulture initiale, la sépulture de sa première mort, symbolique. Il s'allonge sur la sépulture, et là, immédiatement, il se met à se décomposer, à se putréfier. Il se met à mourir. Comme s'il devait y avoir un rattrapage du temps perdu, et comme si la mort symbolique devenait, le plus vite possible, une mort réelle.
On a tendance à assimiler peut-être un peu trop vite les zombies à une sorte de main-d'œuvre gratuite, mais n'est-ce pas une idée reçue quand on sait que ces derniers sont censés avoir des gestes lents, peu assurés, fonctionnent de manière automatique et qu'il faut même leur concocter des repas spéciaux, finalement sans sel ni viande? Alors, plusieurs choses. Un zombie, être fait zombie, c'est pire que la mort. Tuer quelqu'un, c'est dramatique. Mais le faire zombie, c'est lui faire assister déjà à sa propre mort et ensuite le faire vivre sans aucun libre arbitre, sans aucun intellect. Donc pour les gens, c'est important qu'on les maintienne en vie après, car ça fait littéralement partie de la peine. C'est une peine d'outre-mort, si on peut dire. Il y a également un retour sur investissement. Le Bokor, il va payer, il va organiser les choses. Il y a des poisons, il y a un risque réel à concocter cette poudre zombie. Et donc, il va vendre ce zombie, ou le prêter, ou faire un échange à un autre Bokor. Donc, il y a cette idée quand même, non pas commerciale, mais en tout cas économique. Cette économie du zombie, elle existe, avec un véritable réseau d'échange. C'est vrai, ils sont capables de faire toujours la même gestuelle, avec des gestes très lents. Ça leur coûte pas très cher en produits alimentaires ou en stupéfiants non pas pour les doper, mais au contraire pour les zombifier, littéralement les zombifier. Ça coûte pas très cher. Ce ne sont pas des gens qui coûtent cher, mais ils ne rapportent pas beaucoup. Mais disons que ça fait partie de la peine. Voilà, ça fait partie de l'ensemble du processus. Dans votre livre, vous mettez l'emphase sur les limites des dispositions législatives et les normes juridiques en fait qui semblent un petit peu déficientes. Vous rencontrez l'avocat Emmanuel Gentil qui semble être au fait de ces problématiques spécifiques au cas des zombies. Alors ces problématiques, depuis notre regard d'occidentaux, peuvent sembler totalement hallucinantes. Ce sont des problématiques de responsabilité civile et pénale des zombies, le fait que les déclarations de décès soient effectuées sur cadavre encore chaud, comme vous l'avez indiqué, la proposition de rédiger peut-être des actes de résurrection ou de renaissance, le devenir des zombies une fois affranchis de leur servitude. Est-ce que les zombies qui sont omniprésents dans le fond culturel haïtien ne seraient pas paradoxalement les grands oubliés de la législation en vigueur sur l'île? Les zombies ont été oubliés pendant un très très longtemps. En tout cas, la réhabilitation des zombies. En revanche, la zombification, elle, n'a jamais été oubliée. Depuis les temps assez anciens, toute zombification, donc toute fabrication d'un zombie, qu'elle soit réussie ou pas, c'est-à-dire que l'individu soit vivant à l'issue ou mort, est puni d'une très forte peine d'emprisonnement et d'une amende faramineuse. Donc la zombification, elle était prise en compte, le zombie en lui-même, pas tellement. C'est pour ça que Maître Gentil travaille d'arrache-pied sur ce processus de réinclusion du zombie libéré dans le cercle des vivants. C'est pour lui vraiment une priorité et il collige, il agrège beaucoup de cas pour essayer d'abord de montrer l'importance. Il n'y a pas 5 ou 10 zombies par an en Haïti, il y en a bien plus. Et donc du coup, il y a une vraie nécessité de loi. Quand bien même il n'y en aurait que 5 ou 10, il y a de toute façon une nécessité. Mais là, encore plus. Alors, l'article 246 du Code pénal haïtien, qui daterait de 1864, j'imagine qu'on vous en a déjà beaucoup parlé, informe sur l'idée que des substances peuvent causer, je cite, un état léthargique plus ou moins prolongé. Est-ce que le législateur haïtien n'a pas entériné l'existence de processus de zombification, alors même qu'on pourrait lui prêter l'intention inverse, à savoir celle de lutter contre l'existence de forces occultes? Le Code pénal, par définition, ne peut s'attaquer qu'à ce qui est décrit dans ces colonnes. Donc, ce qui n'est pas interdit est, par définition, autorisé. Donc, pour lutter contre la zombification, mais également contre tous les empoisonnements, qu'ils soient mortifères ou simplement causant le mal de quelqu'un mais sans le tuer, il fallait, de façon obligatoire, l'inscrire dans le code de loi. Donc, je ne sais pas si ça a entériné l'existence des zombies. Les zombies n'avaient pas besoin de ce texte de loi pour persister. Mais en tout cas, ça a permis de faire rentrer la zombification dans la loi au sens moderne et du coup, de commencer à lutter contre. Avant, il y avait un flou juridique. Et généralement, on sait bien que sur les flous juridiques prolifèrent les crimes. On pourrait tenter de pronostiquer la mort des zombies ou du mythe du zombie haïtien une fois enclenchée la modernisation du système de santé sur l'île, avec la démocratisation de la médecine légale, des biotechnologies, je pense aux tests génétiques. Quels sont, Philippe Charlier, les critères qui permettent de diagnostiquer d'une part un décès
et d'autre part de dépister des zombies, pour reprendre une expression que vous utilisez dans votre livre. D'abord, qualifier le décès et être sûr et certain que quelqu'un est mort n'est pas forcément évident. C'est vraiment pas facile. Il faut plusieurs critères. Il faut une absence complète de conscience, il faut avoir perdu complètement les réflexes du tronc cérébral, il faut avoir une atonie complète musculaire, pas de respiration spontanée, pas de pulsation cardiaque, enfin beaucoup de critères. Et puis ensuite des signes évidents de décès que sont les lividités cadavériques, la rigidité cadavérique, la putréfaction avec la tache verte abdominale, etc., etc. Donc ça, ces critères-là, ils ne sont pas forcément évidents, il n'y a pas forcément un médecin sur place, parfois il y a des urgences plus graves à traiter que certifier un décès, et puis il faudrait également, et surtout, changer le texte de loi disant que la mort doit être certifiée par un médecin. Mais il faut donner plus de médecins à l'île, déjà. Ensuite, pour qualifier un zombie, d'abord, de quel zombie parle-t-on? Si on veut qualifier un zombie cadavre, il faut d'abord prouver que la personne qui est dite zombie est bien la personne qui a été déclarée morte. Donc on a des critères de reconnaissance qui sont physiques, des cicatrices, des tatouages, couleur des yeux, couleur des cheveux, la taille, le sexe, des antécédents propres à l'individu. Et puis évidemment on a la génétique qui nous permet de confirmer sur des échantillons de référence bien construits, avec une bonne traçabilité, que l'individu qu'on dit zombie est bien la personne qu'on a mis en terre 2 ans avant ou 10 ans avant. Une fois que c'est fait, eh bien, il faut ensuite bâtir tout l'examen médical de l'individu. Et il faut aller faire un examen neurologique, un électroencéphalogramme, une IRM cérébrale, chercher les toxiques, savoir d'abord dans quel état se trouve cet individu, parce que la première chose à faire quand on est médecin, c'est le soigner, c'est vouloir son bonheur physiologique et intellectuel et moral. Donc on est là pour qu'il se sente le mieux possible dans cet état traumatisé. Donc il faut l'aider à se reconstruire en faisant un bilan complet. Ça va ? Ça va ? Est-ce qu'un zombie haïtien peut avoir des enfants ou s'il est une femme, tomber enceinte? On a des exemples de zombies féminins qui sont tombés enceintes de leur beau corps. On ne sait pas ce que sont devenus les enfants. Je n'ai pas réussi à obtenir l'information. J'ai un doute sur le fait que les enfants aient été conservés vivants, pour être très honnête. En revanche, des zombies masculins qui auraient procréé, qui auraient fait des enfants à soit des femmes zombies, soit à des femmes non zombies, je n'ai pas rencontré d'exemple, mais ça ne me paraîtrait pas extravagant non plus. Et pas d'écho d'histoire d'amour entre des biens vivants et des morts vivants? C'est compliqué. Et pour aborder ça, en tout cas pour avoir l'information ou la source, il faut que les gens acceptent de se livrer. Là, on est vraiment à la frontière avec un tabou. Déjà, pour obtenir cette information de cette femme zombie qui a eu des enfants, ça a été extrêmement difficile à obtenir. Donc Haïti se trouve sur une zone sismique active qui rend l'île particulièrement vulnérable au tremblement de terre. Et le 12 janvier 2010, Haïti enregistrait le plus grand séisme de son histoire, causant plus de 300 000 morts et des millions de sans-abri. Ce séisme a-t-il eu des conséquences sur les croyances et les pratiques en lien avec le vaudou et en particulier les zombies? Le séisme de 2010 a provoqué une épidémie de zombies. Parce qu'il y a eu plus de 300 000 morts, des morts immédiats et puis des morts à distance avec les épidémies, notamment l'épidémie de choléra qui a suivi. Beaucoup de corps n'ont pas été retrouvés, d'autres ont été enterrés à la va-vite, sans les rituels. Et donc, autant qu'on soit avec une vision chrétienne ou avec une vision vaudouisante, eh bien, il y a eu beaucoup de ce qu'on peut appeler des mauvaises morts. Et dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, il y a eu une épidémie de zombies au sens où beaucoup de gens revenaient, étaient vus errant sur le bord de la route et correspondaient à des gens qui étaient soit portés disparus, soit considérés comme morts, soit d'autres qui étaient littéralement enterrés et qu'on a vu, non pas ressortir de leur tombeau, mais ressortis de leur tombeau. Alors, ces zombies, il y avait autant des zombies psychiatriques que des zombies cadavres ou encore des zombies sociaux. Il y avait vraiment de très nombreux types de zombies. Et puis des zombies bouteilles, et puis des zombies savanes, et puis des zombies astro. Tous les types de zombies ont proliféré parce que, à nouveau, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a forcément un manque pour la famille qui survit et qui a perdu un ou plusieurs membres de sa famille. L'éloignement, la distance, l'absence de visibilité du cadavre, c'est un terreau idéal pour la fabrication, pour nous en Occident, de fantômes, et dans ce contexte afro-caribéen,
Non pas de fantômes, au sens strict, mais de zombies. Est-ce que le fond magico-religieux lié au vaudou a été un facteur d'atténuation ou au contraire d'aggravation des problématiques de gestion de crise après ce séisme? Tout dépend de point de vue, pour répondre à votre question. Quand on a un point de vue chrétien, principalement néo-protestant, nord-américain, toutes les églises adventistes, pentecôtistes, etc., qui luttent de façon acharnée contre le vaudou, brûlant des péristyles, les temples vaudous, s'en prenant physiquement à des Hungans, les prêtres vaudous, ou aux Mambo, les prêtresses. Pour eux, le tremblement de terre de 2010 a été provoqué par le vaudou. C'est parce que le vaudou est sur l'île que Dieu a voulu se... Bon, je ne peux évidemment pas m'associer à cette idée pire que farfelue, mais pour eux, c'était une justice divine. Pour les vaudouisants, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. La nature fait ce qu'elle veut, tout simplement, et c'est presque une preuve de la, on va dire, de la prééminence de la nature sur l'homme, et du coup de l'humilité que doit avoir l'homme face à la nature. Je me calerai plus dans cette théorie-là, comme vous pouvez le comprendre. En tout cas, selon les deux points de vue, eh bien, on a cherché une causalité qui était différente. Alors à Haïti comme ailleurs, la magie et la sorcellerie n'ont pas manqué de côtoyer la politique à certains moments de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ère Duvalier et de leur police secrète, les tontons macoutes, qui auraient, certains le pensent, asservi de nombreux zombies? Il y a une notion clé qu'on doit absolument intégrer quand on parle de zombies en Haïti, c'est que les zombies ne font pas partie de la religion vaudou. La religion vaudou ne pratique pas la zombification. Ce sont des sociétés secrètes qui sont en marge de la religion vaudou, qui pratiquent cette sorcellerie. Et donc les zombies sont vraiment en marge de la religion. De la même façon qu'il y a une sorcellerie catholique romaine, une sorcellerie protestante, elle est plus rare, je reconnais. Une sorcellerie juive, musulmane, bouddhiste, hindouiste, que sais-je. Mais j'insiste, les zombies et la zombification sont un phénomène qui ne fait pas partie de la religion vaudou, mais de la sorcellerie vaudou qui est vraiment sur la frontière. Maintenant, oui, beaucoup de politiques ont surfé sur cette sorcellerie vaudou. Les Duvalier, on disait qu'à l'époque des Duvalier, Papadoc, puis Babidoc, son fils, utilisaient les tontons macoutes et ils les animaient d'une force qui était surnaturelle en utilisant des rituels vaudous. Et que parmi les tontons macoutes, il y avait parfois quelques zombies qui se mêlaient à la foule et qui frappaient, faisant couler le sang. En tout cas, ils maintenaient vraiment cette idée qu'ils étaient animés d'un pouvoir surnaturel et qu'ils utilisaient autant les puissances chrétiennes que zombification. J'ai appris quand j'étais sur le terrain, à la cathédrale de Port-au-Prince, lorsque Papy Doc allait à la messe, il venait avec son propre fauteuil. Il avait tellement peur d'être zombifié, sur les accoudoirs ou ailleurs, qu'il venait avec son propre fauteuil, son propre siège, et il s'asseyait sur son propre fauteuil. Il avait trop peur de s'asseoir sur un endroit où il aurait pu être, que sais-je, zombifié, où on aurait pu lui envoyer un coup de poudre. Donc, aussi protégé qu'il pouvait l'imaginer, malgré tout, il se protégeait lui-même. En revanche, sur la tombe des Duvalier, au cimetière principal de Port-au-Prince, il y a énormément de rituels qui ont toujours cours. La tombe a été complètement détruite, démolie, mais sur les sous-bassements et une petite partie de la crypte et du souterrain, il y a des rituels vaudous qui ont lieu, à nouveau, sorcellerie vaudou, par religion vaudou, qui ont lieu 24 heures sur 24, quasiment, sur le tombeau des Duvalier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force, voilà, le tombeau n'est pas inerte, il y a une force négative qui tient autant au caractère extrêmement décrié, cruel, sanglant des Duvalier, à tous les pouvoirs, toutes les puissances occultes qu'ils ont pu utiliser et qui est encore un tout petit peu stocké là où leur cadavre, là où leur corps, là où leur nom a été gravé. Alors pour rentrer dans un état de mort apparente, l'impétrant zombie, si on peut le dénommer comme tel, est mis en contact avec une poudre à zombie, vous nous l'avez décrite, qui contient plusieurs ingrédients traditionnels. Si je vous dis cuisine japonaise, vous me répondez quoi, Charlie ? Je vous rappelle, si vous me dites cuisine japonaise, je pense au fugu, c'est-à-dire ce poisson dont la consommation est interdite à la famille impériale et anciennement était interdit également aux samouraïs. Maintenant, seule la famille impériale n'a pas le droit d'en manger. C'est un poisson qui est très toxique. On l'appelle le fufu
dans la Caraïbe, c'est le fugu là-bas, le poisson globe. Tout est toxique chez lui, les écailles, les arêtes, le foie, les intestins, le cerveau, tout, rien n'est mangeable sauf la chair, c'est-à-dire les muscles, et encore il faut qu'il ne soit pas contaminé par le reste. Pourquoi ? Parce que c'est très riche en TTX, la tétrodotoxine, ce poison qui est un neurotoxique qui met dans un état de mort apparente, avec un délai qui est très variable, mais en général de 2-3 heures à 5-6 heures à peu près. D'accord. Et donc on appelle cette toxicité des poissons l'ichthyosarcotoxisme, du grec ichthyos, poisson, sarcos, chair, et toxicon, toxique. Et il se trouve que la Bible interdit la consommation de poissons sans écailles. Est-ce à dire que l'ichthyosarcotoxisme était connu depuis au moins 2000 ans ? J'en ai pas la moindre idée. Il y a d'autres interdits alimentaires sont également fondés non pas sur la toxicité des aliments, mais également sur les parasites qui les contaminent. Ce qui pourrait expliquer également le tabou sur la viande de porc dans dans quelques civilisations. Donc, non, j'ignore à ma connaissance, il n'y avait pas de foufou, de fougou en Méditerranée à l'époque où le Christ vivait. Alors, la figure de proue de cette conception biologique, ou plus précisément biotoxicologique, du zombie est un ethnobotaniste canadien du nom de Wade Davis, de l'université de Harvard. Que pensez-vous de ces travaux qui sont aujourd'hui au moins en partie contestés ? Wade Davis était partisan de l'idée qu'il n'y a qu'un seul poison qui fait le zombie, la tétrodotoxine. Et des travaux récents, les miens notamment, mais pas que, ont montré que pour faire un zombie, les toxiques n'expliquent pas tout. D'abord, il n'y a pas que la tétrodotoxine, il y a d'autres toxiques, ne serait-ce que pour faire pénétrer la drogue à l'intérieur du corps, passer la peau. Et puis, il y a également d'autres produits qui sont inertes, mais qui participent de l'imaginaire collectif. Par exemple, il faut de la poudre d'ossement humain dans cette poudre zombie. Parce qu'il faut une petite partie de mort déjà pour créer une sorte de mort infectieuse qui va contaminer l'individu. Et puis, il faut également toute une croyance psychologique. Et on prépare l'individu, on lui met non pas des talismans, au contraire, mais des sortilèges visibles pour le prévenir que la mort va arriver, on le met en condition. Et ça prépare l'individu, de façon consciente et inconsciente, à sa propre mort. C'est-à-dire qu'on peut refuser de voir ces signes. On peut se dire, je suis très chrétien, j'ai mon crucifix autour du cou, ou quel talisman que sais-je, et je me contrefiche de ces choses-là. Malgré tout, c'est un peu chronique d'une mort annoncée. Et ça, c'est un fait que Wade Davis, qui est ethnobotaniste, n'avait pas pris en compte. Dans ethnobotaniste, il y a botaniste, génial, mais il y a ethno aussi. Et c'est bien de prendre en compte tout le contexte anthropologique. Néanmoins, les travaux de Wade Davis sont extrêmement importants dans le domaine. Est-ce qu'on peut dire que Wade Davis et dans une certaine mesure Max Beauvoir ont voulu naturaliser, séculariser la notion de zombie ? Max Beauvoir, lui, a une vision beaucoup plus globale du zombie. Il n'a pas eu qu'une vision botaniste et toxicologique. Pour lui, le zombie est un phénomène total. Et je m'inscris totalement dans cette idée-là, d'un phénomène total, au sens où il englobe autant un imaginaire socioculturel qui est celui du fond afro-caribéen, avec le vaudou, avec les sociétés ancestrales, et puis également l'usage de drogues dangereuses, et puis tout ce phénomène aussi de retour au symbolisme des esclaves. Toute la symbolique de l'esclave pour le zombie récemment et nouvellement constitué est extrêmement important. Ça, Wade Davis n'en tient pas compte. C'est une vision qui est également partagée par Lainé Curbon, j'imagine. Cette vision Lainé Curbon critique un petit peu la vision ethnocentrée, et donc peut-être un peu trop technoscientifique du zombie dans le monde occidental. Lainé Curbon défend aussi cette idée qu'il n'y a pas un zombie monolithique, un seul zombie, mais qu'il y a de très nombreux zombies différents. Le zombie social, par exemple, le zombie astral, le zombie bouteille, etc. Il aime cette vision et il a totalement raison. Il n'y a pas un zombie. Il y a plein de zombies différents. Et derrière ce nom, derrière cette acceptation, on calque beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir. Et au même titre qu'il existerait ou qu'il existe plusieurs zombies, est-ce qu'il existe plusieurs vaudous ? Il y a plusieurs courants du vaudou en Haïti. Il y a le vaudou Rada, il y a le vaudou guinéen, il y a plein de vaudous différents. J'exagère, mais il y a au moins une dizaine de courants différents qui correspondent probablement à des groupes d'esclaves qui se sont mis ensemble parce qu'ils appartenaient à une même région d'origine, une même culture, une même religion, ce qui a donné du coup des courants
religieux pour le vaudou haïtien, eux aussi différents, avec des traditions, avec des divinités différentes, des appellations différentes, des couleurs différentes, et évidemment, certains pratiquent en marge la zombification, d'autres pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer réaliser des tests génétiques post-mortem pour authentifier les cas de zombification? L'outil génétique est extrêmement important pour confirmer ou pas la réalité d'un cas de zombification. En tout cas pour dire si c'est une zombification cadavre ou pas. Est-ce que l'individu qui se présente devant nous est bien celui qui a été déclaré mort il y a 2 ans ou 10 ans? L'examen physique corporel permet de le dire. Des tatouages, des scarifications, des cicatrices, des dents qui ont été enlevées ou avec des soins particuliers, couleur des yeux, les cheveux, etc. Ça déjà c'est pas mal. Mais le degré ultime, la certitude absolue, c'est la génétique qui peut l'affirmer. À part la zombification, quelles applications pourrait-on envisager à ces substances actives de type TTX d'une part et Datura d'autre part? Les applications, elles sont dangereuses. Pour le Datura, le Jusquiam ou pour la tétrodotoxine, le risque, il est vraiment que certains individus réagissent de façon excessive, que la dose soit inadaptée et qu'on provoque la mort même de l'individu, plutôt que sa zombification, en tout cas son état de mort apparente. Certains scientifiques, dans les années 70-80, avaient imaginé utiliser la tétrodotoxine, ce qu'on appelait le zombinol à l'époque, pour endormir les spationautes, soit pour aller vers la Lune, soit même pour aller plus loin vers Mars. Pour des raisons, on va dire, déontologiques d'abord, et puis ensuite toxicologiques, on s'est rendu compte que c'était une bien mauvaise idée. Alors vous avez indiqué tout à l'heure que les drogues ne feraient pas tout dans la zombification et qu'il faudrait tenir compte aussi d'éléments culturels et psychologiques. Alors quel est cet angle mort, cette part d'invisible qui se déroberait au regard des observateurs occidentaux? Angle mort, j'aime beaucoup l'expression, c'est un bon jeu de mots. On est dans un contexte afro-caribéen où l'esprit a un rôle essentiel dans le corps. L'esprit tout entier est compris dans le corps tout entier, et il a une influence réelle dans tous les actes du quotidien. Si vous dites à un vaudouisant d'Haïti, comme du Bénin, qu'il a reçu un sortilège, qu'il a été envoûté, marabouté ou autre chose, au fur et à mesure, cette personne va dépérir parce que ça va avoir un poids tellement fort sur son existence que physiquement, la personne va en effet dépérir. Donc le pouvoir de l'esprit sur le corps, il est monstrueux, il est vraiment extrêmement important. D'où l'intérêt, dans ce contexte-là, avant même toute zombification, pour la société secrète ou pour le Bokor, de faire prévenir l'individu, par un oui-dire, par une petite patte de poulet qu'on va laisser traîner, par un sortilège, par un outil qui va être cassé volontairement dans l'abri ou devant la maison de l'individu, donc pour signifier que la mort se rapproche au fur et à mesure. Et à ce moment-là, quand le poison va être donné, il va agir avec encore plus de force. Comment vous, Philippe Charlier, décririez-vous l'articulation entre votre formation de scientifique, formation académique, votre culture cartésienne, et ces aspects plus spirituels, voire magico-religieux? Ces aspects spirituels ou magico-religieux, ils font pour moi totalement partie de l'approche globale qu'on doit avoir vis-à-vis du vaudou et vis-à-vis des religions afro-caribéennes. Ça fait partie de ma vision, de toute façon, cartésienne, pragmatique, terre-à-terre de ces religions et de cette culture en général. Je n'ai pas varié d'un poil, je suis toujours aussi scientifique, sauf qu'au lieu d'avoir un seul regard, qui est celui de la médecine, j'en ai plusieurs, l'archéologie, l'anthropologie. Étant moi-même vaudouisant, ayant été moi-même initié au vaudou, non pas de Haïti, mais du Bénin, ça me permet de saisir également quelques codes, de mieux comprendre, notamment ce pouvoir de l'esprit sur le corps, ça me parle. Je le ressens moi-même, je l'ai interprété et ingurgité, si je peux dire, dans mon esprit et dans ma façon de travailler et de voir le monde. Donc c'est un code en tout cas que j'ai assimilé. Lorsqu'on vous lit, on sent que vous cheminez sur une ligne assez ténue entre l'adhésion en fait à ces croyances vaudou et du zombie haïtien et le fait que vous le décriviez sous la forme d'un travelogue avec une certaine distance, en même temps que vous êtes de l'intérieur un initié. On se pose quand même la question de savoir si vous adhérez complètement à ce vaudou ou si vous l'observez en ayant pris le parti aussi de l'observer de l'intérieur.
vous savez, on peut faire partie d'un groupe, faire partie d'un courant, qu'il soit religieux, philosophique ou politique, en gardant un regard critique sur celui-ci. C'est totalement faisable. Les exemples sont nombreux, donc oui, j'ai été initié au vaudou, et ça me permet, en ayant mis les pieds à l'intérieur, de mieux le saisir et d'en comprendre des choses. Je ne suis pas un initié de haut grade, et encore, je suis initié au vaudou béninois. Donc je suis considéré comme un grand frère, entre guillemets, quand je vais en Haïti, puisque je suis du côté, paradoxalement, des esclaves, qui ont ensuite apporté cette connaissance avant d'être amalgamés au christianisme et d'être cette religion transformée, syncrétique, en Haïti. Et à ce titre-là, j'ai le droit de rentrer dans la chambre des secrets, de voir ces bouteilles de Thibonange, Gobonange ou ces zombies bouteilles. Donc, fort de cette connaissance et de ce regard un petit peu privilégié, il est vrai, eh bien, moi, ça me permet de mieux comprendre certaines choses, de mieux faire le lien, tout simplement. Maintenant, savoir si j'y crois ou pas, il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit pour moi d'observer, tout simplement. Et quand je suis en Haïti, comme quand je suis en Bénin ou au Cameroun ou dans d'autres pays où des religions d'initiation et des religions symboliques sont présentes, eh bien je me fie d'abord à mon observation, à mon sens critique et à mon sens d'analyse. Voyez-vous des similitudes entre les réseaux de signification forgés par le vaudou et des conceptions qui seraient présentes en Occident? La mort sociale, qui est une mort volontaire, programmée de l'individu, donc le zombie, au sens zombie cadavre, hein, vraiment, au sens d'un individu qui devient un paria, ça répond à la mort sociale qu'on peut constater en Occident, où une partie de la société décide d'exclure volontairement un individu. Que ce soit un sans domicile fixe, que ce soit un détenu de longue durée, que ce soit quelqu'un qui est dégradé socialement parce qu'il a fait du mal ou autre. C'est cette idée de mettre quelqu'un vraiment au banc de la société, soit de façon par une mort symbolique avec le zombie haïtien, soit de façon légale ou sociétale. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Oui, nous avons en France et en Occident des zombies qui ne portent pas ce nom, mais nous avons tous nos morts sociaux sont littéralement, sur le plan anthropologique, des zombies. Donc, pour ce qui est du dualisme entre le corps et l'âme, qui est quand même le point de départ du zombie, est-ce que nous n'aurions pas en Occident des philosophes qui auraient émis des propositions sur l'articulation entre le psychisme et la matière? Je pense à Spinoza, je pense à Schelling, je pense à Lorenzo Kant, qui ont essayé de travailler, d'émettre des pensées sur cette articulation et sur ce dualisme. Alors moi j'ai établi un lien entre la scolastique de saint Thomas d'Aquin et la partition de l'âme qu'on retrouve dans le vaudou haïtien, et qui du coup devient un substrat pour la zombification. Ce Thibonange, ce Gobonange, donc cette âme animale et cette âme intellective, on la retrouve totalement dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin, qui décrit ces deux niveaux d'âme différentes. La première qui sert à se reproduire, à perpétuer l'espèce et à survivre, manger, boire, forniquer, et la deuxième qui est celle qui rend intelligent, qui permet de se projeter vers l'avenir et évidemment de rencontrer Dieu. Ce lien entre les deux, il n'est peut-être pas anodin. Peut-être que cette partition de l'âme, cette scolastique, eh bien, c'est une notion chrétienne qui a justement été inculquée sur le bateau par les religieux qui donnaient ces leçons philosophiques ou religieuses aux esclaves pendant les quelques semaines que durait le trajet de la traversée de l'Atlantique. Pour vous, le néo-zombie, qui est celui que nous connaissons tous aujourd'hui, le zombie catatonique dont le corps est en décomposition, est une sorte d'actualisation du mythe médiéval du spectre putréfié, le revenant putride, qui n'aurait finalement pas grand-chose à voir avec le vaudou haïtien, avec le zombie haïtien, pardon, mais n'avons-nous pas tout de même dans le zombie haïtien la préfiguration de certaines des caractéristiques du zombie moderne? Est-ce que ces figures sont si éloignées les unes des autres? Pour moi, le zombie, au sens de Walking Dead par exemple, ou de La Nuit des Morts Vivants, il tient plus du vampire que du zombie. C'est le phénomène et c'est la peur ancestrale de la mort contagieuse. Mais immédiatement, je vous mords et tout de suite, je vous mords au sens de mordre et vous devenez un individu mort, mais qui continue à perpétuer la mort autour de lui. Ça reprend en revanche des codes esthétiques qui peuvent être ceux du zombie haïtien.
Et en fait, ce passage, il s'est fait à la fin des années 30, début des années 40, quand il y a vraiment eu un brassage, lorsque les Américains avaient colonisé littéralement l'île de Haïti, et qu'il y a eu ce passage, cette transmission entre le concept esthétique du zombie haïtien, cet individu sans aucune âme, avec des mouvements lents, chaloupés, et qui répand la mort autour de lui. C'est vrai qu'il a ce mauvais œil. Et puis cette croyance occidentale des vampires, avec cette idée que la mort peut être transmise par morsure d'un individu à un autre individu, par les mangeurs de chair, etc. C'est vraiment ce mélange des genres-là que je décèle. L'émergence du zombie romérien en 1968, donc qui a précédé le néo-zombie finalement, a coïncidé avec des changements dans la définition des critères de la mort, avec les débuts de la respiration artificielle, l'émergence des unités de soins intensifs, qui produisaient des patients entre vie et mort. Est-ce que dans le sillage de Frankenstein, le zombie ne serait pas quelque part le monstre de la désarticulation cybernétique du corps humain, une entité séparée? L'évolution de la médecine, le fait qu'on ait des individus qui soient non pas en mort réelle et constante, mais en état de mort cérébrale, voire d'autres qui étaient en coma, donc vivants toujours, avec la capacité de reprendre tout leur intellect sitôt que la respiration artificielle s'arrêtait et que la personne reprenait sa respiration, c'est vrai qu'on est dans une période où la définition de la mort était très fluctuante, très difficile, et même toujours maintenant, on manque de définition exacte de la mort. On n'a que 2 morts, éventuellement 3 avec la mort sociale, et on se rend compte que la mort est un phénomène beaucoup plus impalpable, beaucoup plus difficile. Et il va probablement falloir qu'on invente encore 1 ou 2 autres définitions de la mort dans les années qui viennent, parce que l'évolution technologique de la réanimation nous oblige à réinventer cette définition de la mort. Peut-être qu'on va bientôt accoucher de nouveaux zombies, des zombies 3.0. C'est bien possible. Merci beaucoup Philippe Charlier de nous avoir reçus et pour ces magnifiques réponses et pour nous avoir initiés aux zombies haïtiens. Merci à vous. Merci. Bon, nous sommes dans les temps. Voilà. Magnifique.